Voilà, retour au Midi Actualité avec Jean-Philippe Trottier. Il est 12h35 sur les ondes de Radio Ville-Marie. Et on a parlé christianisme auparavant, maintenant on va parler intellectuel. Le mot n'a pas toujours bonne presse ici ou ailleurs, n'est-ce pas? En tout cas, il peut fasciner comme il peut effrayer. Un intellectuel, c'est aussi quelqu'un qui peut passer pour un snob ou un pelleteux de nuages. Et pourtant, c'est quelqu'un dont les idées peuvent quelquefois éclairer l'opinion publique, surtout s'il est journaliste et qu'il prend position sur des sujets d'actualité. C'était le cas du journaliste anglo-américain Christopher Hitchens, Hitchens, décédé le 15 décembre dernier, à un âge assez jeune, je pense. Mathieu Bocoté a écrit un très bel article là-dessus dans Les Échos Montréal, le journal de l'édition du janvier 2012, et où il évoquait cette figure peu connue du public québécois, et c'est aussi l'occasion maintenant de réfléchir au rôle social de ceux qui ont la plume et le verbe facile. Mathieu Bocoté, bonjour. Bonjour. Quelques mots sur Christopher Hitchens, c'était qui? Alors, c'est un journaliste britannique, devenu américain par ailleurs, qui s'est fait connaître intellectuellement, je dirais, c'était à la fois un intellectuel et un personnage intellectuel, si je puis dire. Il s'est fait connaître pour certaines causes tout à fait marquées qu'il réussit à diffuser dans le grand monde de l'anglosphère. Donc, par exemple, c'était le porteur du nouvel athéisme, un athéisme particulièrement radical, une critique tout à fait vigoureuse, virulente de la religion, non seulement des dérives, non seulement du fanatisme, mais de la religion elle-même. Bon, c'était aussi un défenseur particulièrement convaincu des droits de l'homme, une forme de plaidoyer pour une moralisation de la politique. Donc, c'est une figure qu'on pourrait associer de défenseur de la liberté d'expression, et c'était lié à la question de Salman Rushdie, défenseur de la tolérance, la véritable tolérance. Salman Rushdie, c'est celui des versets sataniques. Oui, bien sûr, qui avait été condamné par une fatwa à la peine de mort, donc par le régime des mollahs en Iran. Donc, qui était Hitchens? C'est une grande figure, finalement, de ce qu'on pourrait appeler la gauche libérale anglo-saxonne. Et je dis libérale au sens premier du terme. Ce ne sont pas les liberals aujourd'hui, mais une gauche libérale, c'est-à-dire un défenseur orthodoxe, strict, convaincu de l'héritage des Lumières. Hitchens s'est posé dans l'espace public comme un défenseur de cet héritage des Lumières, et c'est ce qui va faire en sorte, paradoxalement, que cet homme qui avait commencé à gauche, presque dans les mouvances trotskistes et ainsi de suite, à partir des années 90 et surtout à partir du début des années 2000, va passer un peu malgré lui à droite. Malgré lui à lui. Non pas parce qu'il soudainement il se déclarera conservateur, mais parce que notamment au moment de la guerre d'Irak en 2003, il va soutenir le régime américain parce qu'il défendait l'idée d'une croisade démocratique finalement. Il défendait l'idée d'une politique internationale vouée à la promotion active de la démocratie à travers le monde. Donc il va passer à droite presque par ses nouvelles affinités politiques. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'au niveau du fond de ses idées, cet homme n'est pas demeuré fondamentalement un tenant de ce qu'on appelle ça l'aile militante des Lumières aujourd'hui. Il était certainement fidèle à ce qu'il y a de mieux dans la gauche, c'est-à-dire un universalisme strict, convaincu, militant, un universalisme attaché à la figure des droits de l'homme, un universalisme qui refuse la confiscation de l'individu par quelque communauté que ce soit. C'était aussi, dernier point à dire de lui, un personnage. Parce que je le disais dans mon article, Hitchens est assez fascinant parce qu'on l'a connu à la fois pour ses idées, mais aussi pour son mode de vie. C'était la figure achevée de l'intellectuel bohème. On lui connaissait un art de la fête, de la noce assez incroyable. J'ajoute un point par ailleurs, c'est un homme courageux, très courageux. Il ne faisait pas partie des journalistes qui se promenaient dans le blindé des autres. Il a souvent été sur la ligne de front pour voir véritablement les conflits dont il parlait. Et une fois, parce qu'il voulait écrire sur la torture, il a décidé de subir certaines pratiques de torture pour voir jusqu'où pouvait-on aller là-dedans. Il s'est livré lui-même comme ça? Non, c'est la pratique du waterboarding. Donc on plonge on met un sac sur la tête de quelqu'un, on plonge la tête dans l'eau et on verse de l'eau sur sa tête. Il voulait savoir si c'était véritablement de la torture. Les autorités américaines disaient ce n'est pas de la torture. Lui, il dit je vais vérifier. Et il s'est livré à ça. Donc il a subi véritablement cette forme de torture pour faire l'expérience de ce dont on parlait. Donc voilà un homme, trois choses finalement. Une pensée forte dont on pouvait discuter évidemment les idées principales, les thèses principales. Un homme qui fidèle à l'héritage des Lumières, un personnage, un intellectuel bohème charmant et charmeur dont le mode de vie excite bien les gens qui l'admiraient, et finalement un homme d'un courage exceptionnel, faut-il le dire, et c'est une vertu qui est assez rare quand même en ce monde. Et donc, il est décédé le 15 décembre dernier, 2011, à l'âge de 60 ans, même, quelque chose comme ça, non? Début soixantaine, d'un cancer. On lui a dit à ce moment, parce que, cancer de l'ésophage, je crois, de la gorge, je pense de l'ésophage plutôt, et on lui dit, est-ce que, après avoir brûlé la chandelle par les deux bouts, après avoir fumé, mangé, sorti,
fait tous les abus dans votre vie. Le regrettez-vous? Est-ce que vous auriez souhaité vivre un peu plus longtemps et vivre un peu moins? Et il répondait bien sûr que non, car j'aurais toujours eu besoin de cette deuxième bouteille de vin qui me permettait d'écrire encore plus librement. Donc voilà un homme qui finalement aura décidé de manière décomplexée et résolue de vivre moins longtemps, mais de vivre davantage lorsqu'il vivait. Je ne dis pas que c'est un idéal pour tous, mais manifestement, lui l'a bien incarné. Alors que vous, Mathieu Bock-Côté, vous êtes un intellectuel également dans la société. On vous traite avec un verre d'eau et non pas une bouteille de vin. Oui, je fais partie de moi. Là-dessus, je suis plutôt d'accord avec certains de mes amis qui disaient, lorsqu'on est un intellectuel, il faut être le dernier de ses amis à mourir. Comme ça, on est le dernier à écrire ses mémoires et on peut dire du mal de tous nos amis une fois qu'ils sont disparus. Avoir le dernier mot est une passion propre aux intellectuels. Je confesse l'avoir. Et c'est pour ça que vous buvez de l'eau et pas de vin, vous? Mais en cachette seulement. Dans le placard en plus. Bien sûr. Bon, alors, vous dites l'intellectuel, quelquefois dit la vérité, ou dans le texte, ils se sont souvent trompés, je vous cite, mais en même temps, ils sont nécessaires à la réintroduction du sens dans la cité, dans la société, dira-t-on aujourd'hui. Les intellectuels ont mauvaise presse maintenant, et au Québec encore plus, il me semble, non? Mais historiquement, les intellectuels ont mauvaise presse pour d'excellentes raisons. C'est-à-dire, au 20e siècle, il n'y a pas de groupe social qui s'est davantage trompé que les intellectuels. Avant la guerre, en fait, je dirais qu'il y a une longue... L'histoire des intellectuels au 20e siècle, c'est l'histoire d'un flirt, et quelquefois d'un amour passionné, et quelquefois de désenchantements brutaux avec les passions totalitaires. Ah bon? Expliquez ça un petit peu. Bien sûr. Avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 30, il y a une question finalement qui intéresse les intellectuels français, sauf une petite frange de marginaux. C'est une question simple. Rome, Berlin ou Moscou? Parce que Rome, c'était le fascisme, Berlin, le nazisme, et Moscou, le communisme. Avant la guerre, il y a un véritable débat. On peut en voir quelques-uns, comme Drieux-La Rochelle, Pierre Drieux-La Rochelle, l'écrivain, qui va hésiter véritablement, va basculer entre Berlin et Moscou, en voyant dans les deux empires totalitaires du XXe siècle deux séductions tout à fait passionnantes pour lui. Il va finir par ailleurs en se tirant une balle dans la tête après la guerre parce que son camp avait perdu. On peut voir des gens comme Robert Brasillac, un écrivain proche d'Action française, qui va se livrer à des écrits absolument odieux, abominables. Qui lui sera condamné à la fin. Oui, qui sera condamné après la Deuxième Guerre mondiale, condamnation à mort non seulement un soutien du régime hitlérien, mais une défense abominable de l'antisémitisme nazi. Donc, il y a ça chez lui, mais vous avez aussi ceux qui vont de l'autre côté par le communisme. Des gens qui vont se rallier véritablement à la figure de Sartre, de tant d'autres, qui vont avoir une fascination pour l'empire totalitaire russe et qui vont bouder la démocratie libérale et qui vont se rallier. Ça va être surtout vrai après la Deuxième Guerre mondiale. Les intellectuels vont fournir, ça va être, je dirais, la base sociale élémentaire, le relais du totalitarisme soviétique dans les sociétés occidentales. Mais Mathieu Bock-Côté, il y a aussi des renégats ou des girouettes. Je veux dire, beaucoup d'intellectuels, et c'est le reproche qu'on leur fait souvent, ils lèchent les bottes du pouvoir en place, et quand le pouvoir change ou l'idéologie change, quand la météo idéologique change, ils changent également d'allégeance. Oui, il y en a qui font ça, mais Sartre, notamment. Oui, mais Sartre, là-dessus, néanmoins, au XXe siècle, s'est distingué. On sait que pendant la guerre, il va faire lire ses pièces à la Kommandantur avant de les faire jouer à Paris. Mais, cela dit, après la guerre, Sartre s'inscrit sous le signe du philo-communisme. Du communisme, il disait du marxisme qu'il s'agissait de l'horizon indépassable de notre temps. Et lorsqu'on voit la vie intellectuelle française de l'après-guerre, on voit qu'elle se résume à un dilemme shakespearien, être ou ne pas être membre du Parti communiste, telle est la question. C'est tout? C'était à peu près ça, c'est-à-dire les intellectuels français, donc il y avait deux choix, soit on soutenait les communistes, soit on était un compagnon de route, mais jamais il n'était permis de douter véritablement du marxisme comme horizon indépassable de notre temps. Sauf chez certains individus, appelons ça des dissidents, d'authentiques dissidents, le plus grand d'entre eux étant évidemment Raymond Aron, qui va faire honneur à la classe intellectuelle française. De quelle manière? Eh bien, en faisant le pari d'un exercice de lucidité intellectuelle et morale plutôt que celle des passions totalitaires. Donc, vous voyez, l'histoire des intellectuels au XXe siècle est assez passionnante. C'est une cohorte qui souvent se trompe, qui bascule d'une passion à l'autre, qui rarement se réconcilie avec la démocratie libérale, et pourtant, je ferai une nuance ici, et pourtant le travail intellectuel, le travail des intellectuels dans la cité, lorsqu'il est bien fait, parce qu'il arrive qu'il soit bien fait. Mais rarement quand même. Rarement, mais pas marginalement, je dirais. Donc, il y a quelle distinction subtile. Il y a, par exemple, des figures comme Marcel Gauchet en France, Pierre Manant, Hitchens, dont je parlais tantôt, Pierre-André Taguieff, David Frum aux États-Unis, à gauche Jean-François Lisée au Québec. Lorsque les intellectuels font bien leur travail, ils oxygènent l'espace public. Pourquoi? Parce que la vie politique dans nos cités est souvent confisquée par un double registre, je dirais une double tendance, excusez-moi. Premièrement, c'est la passion des intérêts.
Donc, les intérêts confisquent le bien public. C'est la tendance au corporatisme. Oui. Donc, la politique se réduit à l'intérêt. C'est la rationalité instrumentale. Que puis-je avoir pour mon groupe par rapport au pouvoir? Exactement. Et l'autre domaine, c'est évidemment celui des passions pures. Les passions pures, donc on accède à la chose publique simplement par le surplus émotionnel. Donc, on accède à la chose publique, mais sans le travail de la raison. Et c'est une espèce de dialectique étrange. Donc, d'un côté, l'intérêt, de l'autre côté, les passions. Quel est le rôle des intellectuels lorsqu'ils font bien leur travail? C'est qu'ils parviennent par le travail des idées à éclaircir les passions et à modérer les intérêts et à découvrir, en donnant du sens à ce qui se passe dans la cité, la figure peut-être discrète mais bien réelle du bien commun, de l'intérêt public. Mathieu Bocoté, maintenant, dernière question. Au Québec, vous avez cité Jean-François Lisée. À gauche, on peut vous citer vous aussi, parce que vous êtes le chouchou des médias, vous intervenez partout, dans toutes les tribunes. Je n'en suis pas certain, mais c'est bien gentil de le dire ici. Bon, je vous appelle chouchou, ça vous ira. Est-ce que... Bon, vous avez parlé des États-Unis, vous avez parlé de la France. Au Québec, il me semble que l'intellectuel est mal vu. Oui, parce que l'intellectuel est souvent vu comme quelqu'un qui n'appartient pas vraiment à la nation. Ne serait-ce que par la maîtrise du langage, dans une société où la maîtrise du langage n'est pas nécessairement valorisée. Oh, c'est snob, ça. Ah, mais c'est pourtant vrai. On dira snob. Eh bien, on va dire que l'intellectuel est souvent un Français. Je me souviens, ça me paraît... C'est vrai. C'est une anecdote. J'avais début vingtaine, je travaillais en usine pour payer mes études, ce qui arrive l'été à plusieurs jeunes hommes. Et des gens qui m'aimaient beaucoup à l'usine, je faisais des études en philosophie, puis je lisais souvent un livre à la pause, m'appelaient le français. Le français. C'était assez singulier parce que c'était pas du tout une insulte, c'était comme marquer une distance. Ouais. Par ailleurs chaleureuse. Oui. Mais je constate donc dans notre société, la figure de l'intellectuel au Québec est souvent mal vue. Parce que pendant longtemps, la fonction de l'intelligence la fonction intellectuelle a été confisquée par un clergé qui finalement avait un rapport tout à fait singulier à la liberté de l'esprit. Et ensuite, les intellectuels québécois ont souvent pensé par tribu. Donc après le régime du Plessis, c'était le moment... En fait, dans les années 50, c'est le moment personnaliste. Ensuite, c'était la tentation marxiste, la tentation socialisante. Les intellectuels... Puis, donc, il y a au Québec un rapport des intellectuels à la société qui est complexe. Mais par ailleurs, la culture québécoise a de la difficulté avec ces intellectuels. Faut dire qu'on est une société qui valorise moins la littérature, moins la philosophie, moins l'histoire. On imagine moins ici des émissions comme Réplique en France, comme France Culture, comme on peut le voir, sinon à Radio Ville-Marie. Donc, merci pour le retour du compliment. Mais il y a donc dans cette société une difficulté avec la figure de l'intellectuel. Inversement, il y a le bon côté à ça, c'est une défense spontanée du bon sens au Québec. Le Québec est une société qui s'est rarement livrée aux passions extrémistes parce qu'il y a une forme de puissant sens commun ici. Or, le sens commun est probablement le meilleur antidote aux passions idéologiques qui quelquefois excitent les intellectuels et les amènent à confisquer, à renier la démocratie. Il y a quand même Mathieu Bocoté, je pense à André Laurendeau, je pense à Jean-Paul Desbiens. C'était des gens qui réfléchissaient drôlement bien. Bien sûr, mais qui avaient voix au chapitre. Ben, c'est pour ça Ils intervenaient. Il faut probablement distinguer ici entre le penseur et l'intellectuel, quelquefois. C'est-à-dire les intellectuels, c'est souvent une caste, des gens qui font profession de penser, le métier de penser. C'était d'ailleurs le titre de mon papier sur Hitchens. Et il y en a de très bons. Mais certains penseurs arrivent et ne se définissent pas nécessairement eux-mêmes comme des intellectuels. Ils font tout simplement leur travail de réflexion, leur travail de pensée dans la cité. Alors là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'était effectivement André Laurendeau. C'était probablement avant le chanoine Groulx, ne l'oublions pas. Tout à fait, oui. C'est au moment de la Révolution tranquille, pensons à François-Albert Angers, à droite. On peut penser à d'autres figures aujourd'hui dans le Québec contemporain. Des gens aussi indispensables que Jacques Beauchemin, Joseph Yvon Thériault, Gilles Labelle, toute une série d'intellectuels québécois qui sont un peu à l'abri quelquefois Éric Bédard, l'historien, qui sont à l'abri des controverses, des polémiques actives du débat public, donc, mais qui, à l'abri, je dirais, du tintouin médiatique, mais qui interviennent dans la cité lorsque des questions fondamentales, des questions de fond se posent, et ils honorent à ce moment la première fonction de l'intellectuel, qui n'est pas de prendre parti, mais de chercher à dégager du sens. C'est-à-dire, dans ces controverses qui sont les nôtres, quel sens peut-on reconnaître à ça? Autrement dit, Aron disait que son travail était de penser l'histoire qui se fait. Qu'est-ce qui se fait en ce moment? Comment peut-on comprendre ce qui nous arrive lorsque les intellectuels font véritablement leur travail? Ils ne prennent pas d'abord un camp pour se transformer en militants. Ils éclaircissent le sens de nos sociétés. En une seconde, Mathieu Bocoté, est-ce qu'on peut dire que les chansonniers ici sont l'équivalent des intellectuels un peu? Parce que je vois Félix Leclerc, c'était pas compliqué ce qu'il racontait, mais c'était vrai, et puis les gens l'écoutaient. Oui, il y a une culture au Québec qui est une culture, quelquefois, on pourrait davantage porter vers la tradition orale que la tradition écrite. C'est-à-dire, il y a la richesse du parler québécois se dévoile quelquefois dans la chanson. On le voit par exemple avec le phénomène Star Academy et tout ça. L'honneur rendu à Gilles Vigneault,
dans le gala de dimanche était tout à fait singulier. Voilà un grand poète québécois, Vigneault, le poète de la condition québécoise. Il y avait quelque chose de tout à fait touchant là-dedans. Donc, ce qui est certain, c'est que notre société a donné aux chansonniers et aux poètes un rôle d'éclaireur, un rôle de gens qui recherchent et trouvent le sens et nous le dévoilent. Alors, de ce point de vue, peut-être avez-vous une bonne piste, justement, dans notre société. Quelle est la fonction d'éclaircissement de la société, de trouver du sens? Peut-être les chansonniers ont-ils joué un rôle fondamental. Et ce sera l'occasion de notre chronique un jour, peut-être? Avec grand plaisir. Mathieu Bocoté, merci infiniment.